Voilà, bonjour à tous. Ça c'est le plan que je vais suivre. Vous allez voir mon PowerPoint, il est très sobre. Quand on parle beaucoup de character center, moi je ne sais pas cet axe-là exactement que je prends, c'est les relations entre les personnages. Vous allez voir, on va en parler. En tout cas, c'est ce que j'avais prévu quand j'avais fait la proposition de communication. Et puis entre le moment où j'ai fait la proposition et aujourd'hui, il se trouve que dans la blogosphère, il y a plein de gens qui ont écrit plein de trucs sur le scénario, est-ce qu'il a encore sa place, est-ce qu'on le sacrifie, est-ce qu'on l'appelle comme ça, est-ce qu'on change les formes et tout, et du coup, eh bien, ça m'amène un peu à envisager les choses autrement. L'introduction, je vous parle de la trinité du jeu de rôle, parce que même si je ferai un petit détour par le jeu de rôle un peu plus indie, à autorité partagée, c'est quand même bien du jeu traditionnel que je veux vous parler. Dans le jeu traditionnel, on envisage la trinité du jeu de rôle avec un auteur de jeu, un maître de jeu et des joueurs. Moi, je pense que la trinité du jeu de rôle, c'est comme les trois mousquetaires, en fait, ils sont quatre. Et c'est de ce quatrième gars que je voudrais vous parler, c'est-à-dire l'auteur de scénario. Il sera peut-être maître de jeu, il transmettra peut-être sa préparation de partie à quelqu'un d'autre, et il peut être aussi auteur de jeu. Alors, d'où venait mon idée au départ de me débarrasser du scénario. Eh ben parce qu'en fait, pour moi, le mot scénario, dans l'imaginaire commun, il est galvaudé par la manière dont le cinéma l'a popularisé. Quand on parle de scénario dans l'imaginaire commun, on imagine qu'il y a un script, qu'on peut le lire à l'avance, qu'on va savoir si on veut jouer le scénario ou être acteur dedans ou pas. Et donc ça induit, par l'utilisation du mot scénario, quelque chose de très linéaire. Et ça me dérange. Je vous renvoie à l'article de Brand, Jérôme Larrey pour les intimes, Jamais sans mon scénario, où il nous explique que historiquement, ça correspond à plein de trucs très différents. Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention du Gumpf, où il nous parle de Canva. Je pense que si on parle de Canva, ça reste un mot court comme scénario. On n'est pas dans la préparation de partie de jeu de rôle, qui est beaucoup trop long et pas pratique à utiliser. Et merci, moi j'aime bien le. Donc voilà, le scénario, j'aime bien ça, en tant que mot. Hein. Alors la chose impossible avant le petit déjeuner, c'est ce qui m'amène à ce petit schéma-là. On nous explique que s'il y a un maître de jeu qui a une histoire à raconter, et si on voudrait que l'histoire soit les joueurs qui nous la racontent en jouant, eh bien les deux, c'est pas compatible, ça va clasher, et on va difficilement y arriver, il y aura des frictions, des tensions, ce ne sera pas très sympa. Où est-ce que ça nous amène ça ? Ça nous amène à considérer que le cœur du jeu de rôle, ça va être de raconter une histoire. Il y a un article où Gary Gygax, en 2002, répond à une question. L'article, il se trouve sur le site Gamasutra, hein, on peut le retrouver. Et on lui dit, alors qu'est-ce que vous pensez du storytelling, de l'art du conteur ? Et Gary Gygax nous dit, le storytelling, c'est un peu comme le PMT, Porte-Monstre Trésor, c'est des dérives du jeu de rôle. Dans les deux cas, c'est peut-être pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est pas qu'on nous impose une histoire ou c'est pas qu'on ne fasse que des combats. Ce qui est intéressant, c'est qu'on construise ensemble avec les joueurs à la table une histoire. Et donc ça reprend un peu cet axe. D'un côté, on a une histoire qui n'est pas encore écrite, qui sera donc émergente au cours de la partie. Forcément, là, il va y avoir une agentivité forte. L'agentivité, c'est le fait de pouvoir être un agent, un acteur qui a du poids dans l'histoire. Et à l'autre bout, on a une fiction qui est complètement prescrite, où plus personne n'a d'agentivité, puisque tout est écrit. Et entre les deux, on va avoir différents médias, différents passe-temps. C'est à la louche, hein, c'est au doigt mouillé, hein, c'est pas une vérité. Voilà, je pense qu'ici, on a des trucs du style jeu de rôle, théâtre d'improvisation. Ici, on a les films et les romans qu'on nous file prêts à consommer. Entre les deux, on va avoir des entre-deux, avec des choses plus ou moins scriptées, telles que les livres dont vous êtes le héros ou les jeux vidéo. Donc là, que nous indiquent les jeux à autorité partagée, l'expérience de la Forge et les jeux indépendants qui en découlent, et bien en fait, ils nous font la preuve qu'on n'a pas besoin d'un scénario quand on fait du jeu de rôle.
on peut faire émerger complètement l'histoire en cours de partie. On n'est pas obligé d'avoir quelqu'un qui est autorité sur le scénario. Cette autorité, il y a des choses qu'on est obligé de partager dans le rôle du maître de jeu, il y a des choses dont on ne peut pas s'affranchir complètement, mais le scénario, on peut complètement arriver à la table sans que personne ne sache ce qui va se passer à la table. Il nous suffit d'une situation initiale, d'un pitch, et on part là-dessus, on brode, on a des outils, on construit, et donc le scénario, il n'est pas indispensable quand on fait du jeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas être utile, hein. Ça veut dire juste que dans les rôles du maître de jeu, il y en a dont on ne peut pas se passer, et il y en a dont on peut se passer, et l'autorité sur la trame narrative, sur le scénario, on peut s'en passer. Alors, donc, dans un scénario, qu'est-ce que je retrouve moi dans mon scénario, hein? On a donc, je vous l'ai dit à mon petit schéma d'avant, l'axe narratif qui va être notre partie de scénario, c'est bien, enfin notre partie de jeu de rôle, c'est bien ça qu'on veut faire. Ça va s'inscrire dans un environnement. Il va y avoir des personnages, et donc il va y avoir sans doute des relations interpersonnelles, soit entre les personnages joueurs, soit entre les personnages et les personnages non joueurs, donc entre les personnages non joueurs, et puis il va y avoir une adversité qui va s'opposer à la volonté des personnages de construire cette partie, cette aventure. Tout ça, ça peut être soit prescrit, soit émergent. En fonction des objectifs qu'on se fixe pour sa partie, ça va être intéressant, soit de les prescrire, peut-être pas tous, mais d'en prescrire une partie, soit d'en laisser émerger une partie. Par exemple, si on s'intéresse à l'environnement, prescrire l'environnement, ça va être important dans des propositions simulationnistes. Je vous renvoie à la théorie GNS. Si je prends un exemple, si je veux faire un scénario horrifique et que mes personnages joueurs ont la possibilité de fuir de mon scénario quand ça devient un petit peu tendu, je n'arriverai pas à faire ma montée horrifique. Si je veux une montée horrifique, si j'ai une proposition sim où on veut vivre un truc angoissant, il ne faut pas que les joueurs puissent fuir. Donc je suis obligé de prescrire fortement mon environnement, par exemple. Mais si le cœur de mon scénario, c'est de se raconter des histoires entre des nobles qui, je peux laisser un truc, j'en décris un petit peu pour donner un peu l'ambiance, et puis je laisse les joueurs complètement créer le reste et m'expliquer l'environnement, comment ça va se passer, ce qu'il y a dedans, pourquoi il y a telle couleur, tel truc, est-ce que c'est intéressant, etc. L'adversité, elle est, si vous avez une proposition ludiste, si vous aimez les jeux de rôle tactiques de type Donjons et Dragons, c'est important de la prescrire parce que c'est très dur à équilibrer parfois, c'est très long à faire, et le faire à la volée en cours de partie, ça peut être casse-gueule. Donc si c'est un élément important de votre scénario, l'adversité, l'opposition, les combats, le gros méchant, etc., moi je conseille quand même plutôt de la prescrire dans une idée de jeu tactique. C'est intéressant, sans tomber dans la dérive de ne faire plus que ça, bien évidemment. Il y a, encore une fois, les théories indépendantes nous mettent en garde sur l'adversité, c'est le principe de Ségué. Il ne faut pas que ce soit le même joueur qui crée l'adversité et qui soit à l'origine de la résolution de cette adversité, sinon c'est vite pénible, c'est peut-être un truc à garder en tête quand on pense à l'adversité. Mais l'adversité pourrait tout à fait être émergente en cours de jeu, voilà. On tire des cartes, on fait un jet sur une table aléatoire de rencontre, et puis, tout d'un coup, il y a tel monstre qui apparaît là. Ça peut être prescrit, ça peut être émergent. Si vous voulez des parties tactiques intéressantes, il vaut mieux la prescrire. L'histoire, l'axe narratif. Quand vous discutez un petit peu avec des rôlistes anciens ou chevronnés, ils vous expliquent souvent que dans les parties pénibles,
il y a les parties où cet axe narratif est fortement prescrit. Hein, si on va à l'extrême, on parle d'illusionnisme. Les joueurs expérimentés ont tendance à préférer des choses plutôt émergentes au niveau de l'axe narratif. Ce n'est pas nécessaire, encore une fois, si vous êtes dans une position simulationniste, peut-être que le fait d'avoir prescrit l'histoire permet vraiment aux joueurs de s'immerger fortement dans l'environnement. Donc, généralement, ce n'est pas très intéressant de faire de l'illusionnisme, mais si on a un objectif précis, eh bien pourquoi pas. Ce qui est intéressant sur l'axe narratif, c'est le rapport aux débutants. Quand quelqu'un veut faire sa première partie de jeu de rôle en tant que maître du jeu, si vous allez regarder sur la blogosphère ou si vous discutez avec les gens, la plupart du temps, on va lui conseiller de prendre un scénario simple. Et quand on entend par scénario simple, on entend un scénario fortement prescrit, où il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre pour la part des joueurs, comme ça il a bien tout cadré, il ne prend pas de risque, voilà. Moi je pense que c'est tenter d'apprendre à marcher à quelqu'un avec des béquilles, c'est casse-gueule. Si le conseil de simplicité il vient du fait qu'on veut rassurer le MJ débutant, eh bien rassurez-le en lui expliquant en quoi un jeu émergent c'est pas casse-gueule. Rassurez-le en lui expliquant que les joueurs à la table aussi sont là pour passer une bonne partie et qu'ils vont l'aider. Et expliquez-le lui tout de suite, plutôt à partir avec des outils émergents, que d'apprendre à faire un truc scripté, imposé, prescrit, pour qu'au bout de quelques années, il s'aperçoit qu'en fait, il fait chier tout le monde à sa table, et qu'il est obligé de revoir toutes ses pratiques, et pour se mettre au jeu émergent. Donc, si le conseil de simplicité, c'est parce que vous voulez rassurer le futur maître de jeu, eh bien, rassurez-le, mais ne le rassurez pas en lui demandant de tout prescrire, rassurez-le en lui montrant que jouer de manière émergente, c'est pas casse-gueule, on ne prend pas de risques et que, in fine, c'est peut-être ça que les joueurs ont envie de vivre en fait. Donc le stack narratif, c'est intéressant de prendre conscience de ça. Et finalement, ce dont je voulais vous parler, c'est l'axe interpersonnel. Si vous allez sur la blogosphère, vous allez trouver beaucoup d'articles sur le caractère center. On vous explique qu'on s'immerge dans son personnage, c'est très intéressant, hein, je suis peut-être un peu ironique, mais ce n'est pas mon intention. Moi, en expérimentant des jeux tels que Lady Blackbird, en expérimentant certains scénarios de son, parce que je suis un grand fan du travail de Johan Scipion, Sombre m'a appris à écrire des scénarios. On en parle un petit peu après 5 minutes. Et j'ai découvert que sur des scénarios courts, prescrire l'axe narratif, c'est pas mal. Et si je veux pas que les joueurs se fassent chier, j'ai intérêt aussi à leur donner des trucs à faire en interpersonnel. Dans le jeu traditionnel, quand on pense interpersonnel, on pense vraiment PNJ. Mais il y a un cœur à creuser sur les relations entre les personnages à la table. Qu'est-ce que ça permet? Moi, j'ai l'expérience dans mes débuts de jeu de rôle il y a fort longtemps, dans un pays fort lointain, où il y avait des tables de 14 joueurs. Waouh! Et pourquoi ça marche? Eh bien, ça marche pour les mêmes raisons qu'un GM, ça marche. Si vous voulez comprendre l'intérêt des relations interpersonnelles, allez discuter avec les gens qui écrivent des GM. Quand ils ont 200 personnages, ils peuvent vaguement prévoir un axe narratif, mais ils ne peuvent pas écrire 200 trucs intéressants pour 200 personnes qui vont toutes bien s'inscrire dans l'axe narratif, c'est un truc de dingue, quoi. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils posent des relations interpersonnelles très intéressantes entre les différents joueurs qu'ils auront sur leur GM. Et l'idée, c'est de faire ça un petit peu à un niveau local, dans la préparation de scénario ou de campagne, pour que les joueurs, quand moi je ne m'occupe pas d'eux, parce que je fais une aparté avec quelqu'un qui est intéressant, au lieu qu'ils soient tous à me regarder et qu'ils se fassent chier pendant une demi-heure, eh bien ils ont des trucs à se dire entre eux, ils ne prêtent pas forcément attention à ce que moi je dis à mon joueur en aparté, et du coup quand le joueur revient à la table, il a à nouveau des choses à leur dire, parce que les autres ils ne faisaient pas gaffe à ce qu'on disait, ils discutaient entre eux, donc ils n'ont pas eu toutes les informations, donc lui il est bien obligé de leur rappeler, et ça crée du jeu. Voilà, 5 minutes, formidable. On passe à la suite. Donc là, je me demande pourquoi j'ai fait ce slide, hein, je vous en détaille. En fait, c'est pour moi, c'est sur ma feuille.
Alors, voilà. La troisième partie et la fin, il y a deux paradigmes différents dans la préparation de parties. C'est les parties courtes. Hein, vous avez l'essentiel là, les parties courtes, c'est une expérience contrôlée et renouvelable. Ça, c'est mon expérience de sombre. Voilà, quand j'ai rencontré Johan Scipion il y a quelques années, il m'a vraiment mis une claque dans la gueule. Je pensais connaître le jeu de rôle. Je me suis dit, ouais, un petit jeu de rôle horrifique, bon d'accord. Et puis, quand on voit le travail qu'il fait, quand on se plonge dans son travail, quand on se plonge dans ses explications, ça m'a parlé. Ça m'a parlé aussi parce que depuis une dizaine d'années, je fais pas mal d'initiations. Donc, je vais voir des gens, je les initie. Et l'intérêt du jeu en convention, c'est de pouvoir rejouer ces scénarios. Je prévois un scénario, je scripte mes personnages joueurs initial, je scripte les relations possibles, je fais une proposition, je ne leur impose rien, je prévois un axe narratif, je les encapsule dans un environnement pour qu'ils puissent éventuellement pas trop se barrer, et je vais le faire jouer. Je le fais jouer 1, 2, 3 fois dans ma convention, je reviens chez moi, je me dis ça a marché, ça n'a pas marché, ça je le réécris, j'y retourne, je fais jouer, je reviens, j'y tourne, je fais jouer, je reviens. Dans le travail d'écriture, le travail de réécriture est super important, et c'est vraiment ce que permet les parties courtes. Sur des parties courtes, si vous scriptez si vous prescrivez certaines choses comme les personnages, les joueurs ne vous en voudront pas. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ce personnage-là, ils le jouent pour une expérience ponctuelle, ils n'auront pas à se le taper pendant 150 heures de jeu pendant toute la campagne. Donc ils vous pardonnent si vous prescrivez fortement les personnages. Ils vous pardonnent d'autant plus que vous allez leur donner des relations intéressantes à jouer, et entre eux, et avec les PNJ. Donc ça veut dire que, eh bien, voilà, peut-être que scripter des choses, c'est bien, dans une partie courte, en fonction de l'effet que l'on veut donner, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, parce qu'on peut le réécrire, parce qu'on peut l'améliorer. Voilà, c'est vraiment, pour moi, le paradigme intéressant des parties courtes. Alors malheureusement, effectivement, quand on joue tous les samedis avec ses potes dans son garage, on n'a pas trop l'occasion de cette expérience-là. C'est plutôt une expérience de convention quand on fait jouer plein de gens. La dernière partie, c'est les parties longues. Et ben ouais, la campagne, c'est le marathon. Ce que nous apprennent les jeux propulsés par l'Apocalypse, la scène indépendante, enfin surtout Apocalypse World, c'est que la première partie d'une campagne, elle n'est pas du tout la même que toutes les autres. C'est sur cette première partie que vous allez construire les relations interpersonnelles des gens. Dans le jeu de rôle vraiment traditionnel, on vous dit, vous allez voir votre maître de jeu, je lui dis, ah, je voudrais jouer un maître du temps. Il dit non, les maîtres du temps, c'est une classe info-jeu, c'est trop abusé, tu peux pas. Alors vous insistez, puis il dit bon, alors si tu as un bon BG, je te l'accorde. Et là, le mec, il va vous pondre un BG qui va correspondre à n'importe quoi, pas parce qu'il a envie de jouer ça, mais parce qu'il a envie de jouer un maître du temps. Et de toute façon, ce BG, personne n'en fera rien, on va le lire une fois, on fera BG fait, check, allez, on le met de côté, et puis moi je fais mon scénar. Donc il faut à la première partie construire avec ces joueurs collectivement le BG, les interactions entre les joueurs, les interactions avec les PNJ. Il faut que les joueurs vous disent de quoi ils ont envie de parler avec ce personnage-là, de quoi ils ont envie de parler à cette partie-là. Et il ne faut pas qu'ils vous le disent individuellement, il faut qu'ils le disent collectivement. Il y a un jeu très intéressant et que j'aime beaucoup parce que je suis né avec et c'est comme des charentaises aujourd'hui pour moi, c'est Donjons et Dragons. Et j'ai été agréablement surpris dans sa dernière édition. Il nous explique comment créer des BG à Donjons et Dragons. Donc, grosso modo, on va définir 1 ou 2 traits de caractère pour le personnage, un idéal, un lien et un défaut. Alors moi, je vous conseille de faire des tours de table. Premier tour de table, les gens parlent de leurs traits de personnage. Donc on sait qu'il y en a un qui va être noble, un qui va être marchand, un qui va être milicien, et puis lui, il est grincheux, lui. Ok, premier tour de table. Deuxième tour de table, on va parler de leurs idéaux. Et à chaque fois que quelqu'un évoque un idéal, eh bien, le maître du jeu va lui poser des questions. Tour de table suivant, on va parler des liens. Est-ce qu'il y a une personne, est-ce qu'il y a une chose qui te tient à cœur? Et puis petit à petit, parce que les joueurs vont entendre ce qu'ont dit les autres à la table, ils vont surenchérir, ils vont créer sur ce que les autres ont créé, par le jeu de questions que chacun peut poser, même si c'est plutôt un maître de jeu d'être leader là-dessus, il faut expliquer à vos joueurs que tout le monde peut poser des questions, et petit à petit, par plusieurs de noms successives, si le maître de jeu prend plein de notes à ce moment-là, eh bien, les joueurs vont tous seuls entrecroiser des choses qu'ils ont envie de se dire ou mettre en place des choses qu'ils ont envie d'explorer, pas qu'ils sont fixés au départ. Et le maître de jeu, quand il rentre chez lui, il n'a plus qu'à reprendre ses notes et à le mettre en forme.
mais j'y suis. Donc le maître de jeu rentre chez lui, il a pris plein de notes, il a posé plein de questions. Merci Lady Blackbird de nous avoir appris à poser des questions. Mais malheureusement, DD5 s'arrête là, il ne nous dit pas ce qu'on fait de toutes ces notes. Et là, il faut aller pêcher dans d'autres jeux. Notamment, encore une fois, les jeux Powered by Apocalypse, Apocalypse World, ou les jeux un peu de la même logique, à lire Ron Edwards. Moi, il y a deux méthodes que j'utilise qui ont révolutionné un petit peu ma vie de maître de jeu, c'est les fronts et les bandes. Une fois que vous avez toutes ces notes, eh ben, il faut simplement les répartir par pool et faire des fronts, c'est-à-dire que ces pools vont me donner une idée, et si ça se passe mal, ça va dégénérer. Et puis, peut-être que ces éléments que m'ont donné les joueurs, je vais pouvoir commencer à penser des trucs un peu violents à leur mettre dans la gueule, et s'ils ne réagissent pas, ils vont perdre des choses, ou ça va partir dans une direction qu'ils n'aiment pas. Et après, parce que le jeu en campagne c'est un marathon, eh bien, je vais simplement, donc les banques, ça va être un petit peu peut-être, enfin les fronts, ça va être un peu le fil rouge de ma campagne, et les bangs, ça va être les choses que je vais préparer de scénario en scénario en fonction de ce qui s'est passé pour relancer la machine. Le problème du jeu émergent, c'est que selon moi, il y a deux grands types de joueurs. Il y a des joueurs proactifs et des joueurs réactifs. Les joueurs proactifs, eh bien, on les met dans un bac à sable et ils trouvent plein de trucs à faire, ils veulent aller voir machin, découvrir bidule, etc. Moi, je ne suis pas du tout un joueur proactif, je suis un joueur réactif. C'est peut-être pour ça que j'aime bien ce moment. Moi, il faut qu'il y ait un grand méchant avec une hache qui me court après pour me botter les fesses pour que j'ai des trucs à faire, je prenne des initiatives, j'essaie de me sauver. Donc, gardez ça à l'esprit, ça veut dire que mettre les gens dans un bac à sable, même s'il est bien décrit, même s'il y a plein d'accroches, ça ne suffit pas. Au bout d'un moment, vos joueurs ils vont se faire chier. Et ça, c'est le rôle du maître de jeu de redynamiser le bac à sable en balançant des bangs, en faisant dégrader ses fronts et en dynamisant. Le maître de jeu, il est là pour animer quand les joueurs ont des idées, et quand ils en ont plus, il est là pour remettre un petit coup de pression dans le truc. Pour ça, il y a deux méthodes. Je vous renvoie à un article intéressant de Mo, sur son blog Cinéastétique. Alors c'est Mora, machin. Derrière, on a les trucs que vous savez. Donc, Mora, elle est, où est-ce qu'elle est Enfin bon, bref, elle est quelque part. Elle nous dit qu'il y a deux manières de faire. On peut soit mettre la pression, l'article s'appelle pull push. On peut soit mettre la pression, pousser, soit inviter les gens, c'est-à-dire aspirer. Quand vous amenez un élément nouveau, vous pouvez soit mettre la pression aux joueurs pour voir s'ils vont réagir, ou soit leur ouvrir la porte et, tel le diable, les tenter, leur dire tiens, regarde, ça t'intéresserait pas ça? Tu voudrais pas me proposer quelque chose là-dessus? Voilà. Et mon point final, c'est de dire que si on ne veut pas se faire chier sur une campagne, il faut varier les propositions ludiques. Si je fais un tout petit défaut, pardon, aux auteurs indépendants, c'est que souvent quand on va trop loin dans le détail des propositions ludiques, ça empêche la rejouabilité. Les jeux qui ont traversé les âges, Donjons et Dragons, Vampires, etc., c'est parce que justement, on pouvait faire un scénario ambiance, un scénario intrigue, un scénario baston, un scénario... Et si on ne veut pas lasser votre cerveau, il faut faire tout le temps la même chose, c'est-à-dire tout le temps du jeu de rôle, mais dire à votre cerveau, en fait, vous faites des trucs différents par le fait de varier les propositions. Merci de votre patience. Alors, une, deux, allez, trois, je m'en fous, trois questions. Alors en fait, c'est pas tout à fait une question, c'est plus une remarque. Simplement, les joueurs réactifs, ça me faisait penser en fait au film The Usual Suspects, où les personnages en fait au départ veulent faire une opération ensemble, un casque pour se venger de la police. Ensuite, ils sont recrutés pour faire une autre mission. Ensuite, la mission en fait a comme conséquence qu'on leur met la pression pour travailler pour les autres élèves, pour faire encore notre mission. Et en fait, à chaque fois, effectivement, c'est en fait ce que tu disais à propos du fait que le maître du jeu doit mettre dans son bac à sable des éléments pour réactiver la narration.
fait, à chaque fois, les personnages sont attirés par quelque chose ou poussés par quelque chose pour repartir à l'action. Oui, hein, enfin, moi tu remarqueras dans ma présentation, je ne parle pas que des bacs à sable. Je dis effectivement, dans un bac à sable, il faut prévoir de lancer la pression. Si on se réfère à ce lycée, connais ton ennemi, tu remporteras avec bataille, connais-toi toi-même, tu en gagneras une sur deux, ignore les deux, tu en perdras 100. Quoi. Donc la question, elle est toujours de avec qui je joue et quelle proposition on veut avoir. Si moi je me suis intéressé, je ne sais pas si je réponds à ta question, pardon, mais ça me fait penser à ça. Pourquoi je me suis intéressé à la jeu-drôlegie? Parce que je voulais comprendre dans mes parties pourquoi il y a des fois j'avais des parties de merde. Et il y a deux grandes choses qui aujourd'hui émergent, c'est poser le contrat social et connaître ses joueurs et comprendre leurs attentes et à quoi on a envie collectivement de jouer. Et la deuxième chose, c'est la gentilité. Il faut laisser des plages de création. Il faut que l'auteur de jeu il laisse des plages de création à son maître de jeu. Il faut que le maître de jeu il laisse des plages de création à son joueur. Et il faut que ces trois acteurs-là, et l'auteur du scénario, bien sûr, je vous ai dit, ils sont quatre, c'est dans les espaces de création, c'est dans les blancs que les joueurs vont pouvoir s'épanouir. Si on ne laisse pas de blanc ou si on les pense mal, eh bien c'est la deuxième source de crash de scénario. Et après, est-ce que tu as des joueurs proactifs? Très bien. Est-ce que tu as des joueurs réactifs? Très bien. Il faudra simplement penser à peut-être pas leur proposer la même forme de construction de partie, c'est tout. Il n'y a pas d'échelle de bien. Voilà, donc pour terminer, je vais retrouver, c'est Mademoiselle Turkington, Cine Aesthetics, Pool Push. On peut mettre la pression, on peut inviter les gens. Voilà, moi, j'ai vraiment bien aimé ce que. Voilà, Jérôme Larrey, Jamais sans mon scénar, Rigigax, Gamasutra, voilà, tout ça, vous retrouvez là. Mes inspirations, bien sûr, les jeux qui me marquent beaucoup en ce moment. Si vous me laissez parler, je continue. Oui, Xavier, moi ce que j'aimerais par rapport à ton intervention, on a l'habitude de jouer ensemble, donc je sais un petit peu ce dont tu parles, mais j'aimerais bien un exemple ou deux, peut-être un exemple de la façon dont tu vas gérer tes fronts et tes banques dans une campagne par rapport à tes joueurs, et quelle différence tu feras dans ce cas-là entre un proactif et un réactif vis-à-vis de la façon de relancer la campagne. Alors oui, c'est une question piège, je n'ai pas du tout pensé. Tu me connais, hein? Merci. Julien, c'est mon poil à gratter. Je dis, parce que voilà, j'ai tout le temps des grandes théories débiles, et Julien, il me ramène à la réalité. Moi, je suis un joueur et un MJ très instinctif. Donc j'ai du mal à répondre à cette question. Les fronts, pour moi, c'est vraiment un fil rouge. Quoi. Tu sais que ça va te donner les grandes lignes, justement, pour définir la direction de ta campagne. Le problème du jeu émergent, c'est que si tu n'as pas un fil rouge, ça part un peu dans tous les sens, on a un truc un peu décousu et on manque en cohérence à l'arrivée, c'est dommage. Et donc les fronts, ils te permettent de faire ça. L'intérêt d'avoir des fronts, c'est que ça t'évite aussi la linéarité. Si tu as 4 ou 5 grands thèmes qui vont influer sur ton univers, alors on va avoir une illusion de réalité parce qu'il va se passer des choses différentes à différents endroits qui seront corrélées ou pas corrélées. Donc pour moi, c'est juste un fil rouge. Et ce que je vais préparer d'une partie sur l'autre, c'est mes bangs. Quelque part, on pourrait dire c'est mon adversité en fait. C'est-à-dire le moment où il y a quelque chose qui, s'oppose au joueur et il faut qu'il réagisse. C'est peut-être aussi l'os à ranger pour mes joueurs réactifs. Les joueurs proactifs, voilà, tiens, je réponds à ta question. Si tu as des joueurs, proactifs, les fronts, ça va suffire parce qu'il va se passer des choses dans le monde et ils vont aller voir, ils vont aller explorer, etc. Et si tu as des joueurs proactifs, réactifs, alors il faut leur mettre des banques dans les dents. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. On va